Est-ce que la complémentation en oméga 3 empoisonne ton foie, bloque les mitochondries ou encore provoque des cancers, voire des maladies cardiovasculaires? Si tu as passé du temps sur les réseaux sociaux dans cette thématique, tu as certainement croisé des articles qui parlent de ça. Et ce que je trouve un peu fort, c'est que ce sont des affirmations assez fortes. On se retrouve dans des avis très tranchés, c'est non, c'est bien, c'est mal, et on oublie de trouver le juste milieu. C'est toujours un peu pareil actuellement. Quand on parle d'un sujet, pour que ça fasse des vues, malheureusement, eh bien, on essaie d'être très direct et très catégorique. C'est principalement un post Facebook du naturopathe qui m'a interpellé. Il y a un risque d'hépatotoxicité, d'inhibition du métabolisme, d'immunosuppression, de production de cortisol, de réduction de la consommation d'oxygène de 70%. Et sa conclusion, c'est tout simplement arrêter les oméga 3. Manger moins de poissons gras. Alors c'est sûr que ces dernières années, on a fort mis en avant les oméga 3. On en parle partout, ça a eu bonne presse, et du coup, les personnes qui se sentent intéressées par ce sujet se sont emparées des oméga 3, ont commencé à en consommer beaucoup, peut-être un peu trop, par rapport du coup aux oméga 6. Parce qu'encore une fois, on est dans des extrêmes. On dit les oméga 3 c'est bien, les oméga 6 c'est mal. On s'interdit et on s'autorise. Ce qui crée quand même un gros déséquilibre dans l'organisme, car l'important c'est d'avoir un peu de tout, mais dans les bonnes proportions. Et on ne vise pas les 100% ou les 0% d'apport. C'est toujours le problème que je retrouve régulièrement dans la thématique de la nutrition santé. C'est qu'on est toujours dans des extrêmes qui sont au final toujours néfastes. On ne peut pas supprimer des catégories naturelles d'aliments de ses habitudes. Il y aura forcément des conséquences avec le temps. Mais voilà, ce genre de post, malheureusement, chez certaines personnes, ça va avoir de l'impact et elles vont arrêter de se complémenter parce que subitement, les oméga 3, c'est mal, donc je n'en prendrai plus du tout. Alors bien entendu, prendre des oméga 3, que ce soit au niveau alimentaire ou complémentaire, comme tout le reste, ce n'est jamais quelque chose de magique ou de miraculeux. Ça fait partie d'un tout, d'un ensemble de choses qui agissent ensemble, au niveau biologique. De plus, ce post, il va un petit peu à l'inverse des tendances scientifiques. Il prend des mécanismes réels, mais les sortent du contexte, les amplifie jusqu'à l'absurde. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les affirmations qui ont été suggérées dans le post, et on va voir un petit peu ce que dit la science par rapport à ça. Et avant de commencer, je voulais juste préciser que moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'intéresse à la nutrition, à la santé, en dehors des dogmes. C'est très important pour moi, c'est de prendre un petit peu le meilleur de tous les mondes, de toutes les approches, et d'en faire quelque chose qui nous convient à soi. Car on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies et les mêmes capacités. Mais je sais qu'il est compliqué aujourd'hui de faire le tri dans toutes les informations que l'on peut retrouver. C'est évident, il y a des vérités chez tout le monde et des torts chez tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas forcément supporter le même régime que le voisin. C'est comme ça, on est tous différents. Mais quand je vois des informations comme ça circuler sur Internet, ça me m'érisse un peu les poils parce que forcément, ça rajoute une couche sur les contradictions, sur les incompréhensions, ce qui fait que les personnes qui s'intéressent un tant soit peu à leur alimentation vont encore remettre tout en question et se dire finalement, je ne crois plus en rien, je ne fais plus attention, à quoi bon? Et donc c'est ça qui me pose un peu problème, c'est qu'au final, au lieu d'aider, on augmente la désorientation générale. Alors pour commencer, on va rapidement repréciser ce que sont les oméga 3. Déjà, il en existe plusieurs formes. L'acide alpha-lipoïque, présent dans les graines de lin, les noix, les huiles de colza, c'est un acide gras essentiel, il doit donc être apporté de l'extérieur. Ensuite, on a les EPA, présents dans les poissons gras, avec un rôle majeur dans la régulation de l'inflammation et de la santé cardiovasculaire. Et puis on a le DHA, présent dans les poissons gras et le lait maternel. C'est un composant structurel majeur pour le cerveau et la rétine. Il est irremplaçable pour le développement neurologique. Donc ces trois molécules sont des oméga 3 quelque part, mais ils n'ont pas les mêmes effets biologiques. Donc quand on parle d'oméga 3, il faut déjà préciser de quel élément on parle. Alors déjà, le post affirme que le corps peut synthétiser tous les oméga dont le corps a besoin, à partir du sucre et des graisses saturées, et que les oméga 9 seraient beaucoup plus sûrs. Alors d'après mes recherches, non, le corps ne peut pas synthétiser des oméga 3 et certains oméga 6. C'est pour ça qu'on les appelle acides gras essentiels, tout comme les acides aminés essentiels que l'on doit apporter de l'extérieur. L'oméga 9, lui, n'est pas essentiel parce que le corps peut en fabriquer, mais il ne remplace pas les fonctions biologiques des oméga 6. Donc on ne peut pas dire que les oméga 9 remplacent les oméga 3, c'est complètement faux. C'est comme dire qu'on remplace la vitamine C par la vitamine D, parce qu'elles sont toutes les deux des vitamines. Passons maintenant aux affirmations spécifiques du post. La première affirmation, c'est les oméga 3 se décomposent en leucotriènes et eicosanoïdes, qui contribuent aux principales voies de l'inflammation. C'est partiellement vrai, mais cette voie produit aussi des médiateurs pro-résolutifs. Les résolvines, les protectines et les marésines, par exemple, qui sont des dérivés de l'EPA et du DHA et qui activent la résolution de l'inflammation.
Dans un essai randomisé sur l'humain, pendant 4 mois, une supplémentation en oméga 3 a réduit le cortisol et le marqueur IL-6. Ce sont des marqueurs d'inflammation chronique chez des adultes d'âge moyen en bonne santé. Donc déjà, on est sur un résultat qui est à l'opposé de ce que le post indique. Affirmation 2, aromatase et œstrogène. Les oméga 3 activent l'enzyme aromatase qui convertit la testostérone en œstrogène. Aucun essai clinique humain ne documente une activation significative de l'aromatase par des oméga 3 à des doses nutritionnelles normales. Certaines études in vitro sur des lignées cellulaires ont observé des interactions avec des voies enzymatiques, mais extrapoler des résultats sur cellules isolées a un effet clinique chez l'humain d'une erreur méthodologique fondamentale. Troisième affirmation, c'est les mitochondries et les cytochromes C oxydase. Le post indique que les oméga 3 inhibent l'enzyme respiratoire clé cytochrome C oxydase, qui arrête la production d'énergie dans les mitochondries. Là aussi, c'est plutôt faux, c'est même l'inverse. Le DHA est un composant structurel des membranes mitochondriales. Des études chez l'humain associent un bon statut en oméga 3 à une meilleure fonction mitochondriale et une efficacité énergétique cellulaire améliorée. L'affirmation d'une réduction de la consommation d'oxygène de 70% n'est étayée par aucune étude humaine que j'ai pu trouver. Affirmation suivante, les oméga 3 sont hépatotoxiques et donc seraient la cause principale de la maladie du foie gras. Là aussi, ce n'est pas tout à fait correct parce que c'est directement contredit par les données cliniques. Les oméga 3 EPA et DHA sont étudiés comme traitement potentiel de la stéatose hépatique non alcoolique, pas comme une cause. Il y a même plusieurs méta-analyses d'essais cliniques qui montrent une réduction des triglycérides hépatiques et des marqueurs inflammatoires du foie sous supplémentation en oméga 3. Et j'ai trouvé une méta-analyse sur la stéatose hépatique. La supplémentation en EPA plus DHA est associée à une réduction des triglycérides hépatiques et des enzymes hépatiques chez les patients avec stéatose non alcoolique. L'effet est dose dépendant et cohérent dans les études. Cinquième affirmation, les oméga 3 augmentent la production de cortisol et sont immunosuppresseurs pour éviter les rejets dans les greffes d'organes. Alors là, ce serait partiellement vrai. Pour le cortisol, les essais cliniques montrent l'inverse. La réduction du cortisol sous supplémentation d'oméga 3 dans plusieurs études. Par rapport à l'immunité, oui, les oméga 3 ont des effets à ce niveau-là et sont utilisés dans certains contextes cliniques de transplantation. Mais immunomodulateur ne signifie pas immunosuppresseur au sens pathologique. La nuance ici est essentielle. La sixième affirmation, c'est les oméga 3 sont le principal inhibiteur de la synthèse du cholestérol, ce qui augmente considérablement le risque de cancer. En fait, le lien entre inhibition de la synthèse du cholestérol et risque de cancer est une extrapolation non supportée par les données épidémiologiques sur les oméga 3. En fait, les grandes études de cohorte sur les populations qui consomment régulièrement des oméga 3 via les poissons riches en EPA et DHA ne montrent pas d'augmentation de risque de cancer. Et certaines montrent une association inverse avec certains cancers. Donc voici un petit peu l'analyse du post que j'ai constaté et les analyses que j'ai pu en faire. Bien entendu, il y a des bénéfices et des limites. Voici déjà quelques études que j'ai pu trouver sur les effets bénéfiques. Au niveau de la santé cardiovasculaire, les méta-analyses d'essais randomisés montrent une réduction des triglycérides sanguins de 15 à 30% sous EPA et DHA à des doses de 2 g à 4 g par jour. Il y a aussi un effet sur la pression artérielle modeste mais réelle. L'essai Reduce-IT avec 4 g d'EPA a montré une réduction de 25% des événements cardiovasculaires majeurs chez les patients à haut risque. Au niveau de l'inflammation chronique, on a une réduction de l'IL-6, du TNF-alpha et de la CRP dans plusieurs essais randomisés, avec des effets cohérents entre études. Et c'est particulièrement documenté dans les maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde ou encore les maladies inflammatoires intestinales. Au niveau neurologique, la DHA, comme je l'ai dit, est irremplaçable au niveau de la santé structurelle du cerveau. Son déficit est associé à un déclin cognitif accéléré. Une étude de 6 mois chez des patients d'Alzheimer a montré une modification de l'expression de gènes liée à l'inflammation et à la régulation cellulaire sous supplémentation en oméga 3. Et par rapport à la grossesse et développement, le DHA est essentiel au développement neurologique du fœtus et du nourrisson. Les recommandations de supplémentation pendant la grossesse et l'allaitement sont validées par de nombreux essais cliniques. Cela étant dit, voyons maintenant les limites. L'effet cardioprotecteur des oméga 3 est plus robuste sur les triglycérides et les marqueurs inflammatoires sur la mortalité toute cause. Certaines méta-analyses récentes ont montré des résultats plus mitigés sur la réduction de la mortalité cardiovasculaire. À très haute dose, au-delà des 3 à 4 grammes par jour, PA plus DHA, il peut y avoir un effet pro-oxydatif, surtout avec des huiles de mauvaise qualité, ou oxydées, car les oméga 3 sont sensibles à la chaleur. Et donc, on arrive à un point essentiel ici, la qualité des oméga 3 et leur conservation. Quand on parle d'oméga 3, ça veut tout dire et ne rien dire. Quels sont les oméga 3 que vous consommez, quelle est la qualité du produit final et comment vous les conservez. S'ils ont été exposés à la chaleur, ils seront pro-oxydés et clairement, ils ne vont pas être bénéfiques pour la santé. C'est pour ça que les compléments, par exemple, doivent vraiment être labellisés. C'est très important, surtout aujourd'hui avec la pollution environnementale que l'on peut retrouver au niveau marin. Les oméga 3, il faut le savoir, ont aussi un effet coagulant léger, car ils sont globalement fluidifiants. Donc s'il y a une complémentation avec des anticoagulants médicamenteux,
il faut clairement avoir un suivi médical pour éviter des problèmes. Et donc, selon le contexte, la qualité, la conservation, les oméga 3 peuvent être bénéfiques ou pas. Mais si on prend un profil alimentaire, on va dire classique au niveau occidental, eh bien globalement, il va consommer trop d'oméga 6 et trop peu d'oméga 3. C'est pour ça qu'on a mis en avant ces dernières années la consommation, l'augmentation des oméga 3. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les oméga 6, mais il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et par rapport aux oméga 6, là aussi, il y a des bons et des moins bons. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser une fois pour faire la part des choses et reprendre ses habitudes correctement pour la durée. Et donc le discours devrait être plus nuancé. Les oméga 3 ne sont pas une panacée absolue, mais ils ne sont pas non plus hyper nocifs. La vérité se situe, comme bien souvent, entre les deux extrêmes. Mais voilà, le problème avec ce type de post ou d'article de blog, c'est qu'on ne va pas aller sur ces détails précis et utiles. Ça va plutôt être présenté de façon alarmiste pour arriver à une conclusion radicale. Même s'il y a du vrai caché un petit peu partout. On parle effectivement d'enzymes, etc. Donc ça fait professionnel, ça fait sérieux, mais ça ne veut pas dire que tout est vrai ou tout est faux. Il faut rappeler qu'en biochimie, tout interagit avec tout. C'est très complexe et même si on veut tout théoriser, il faut toujours garder une porte ouverte en sachant que on ne sait pas forcément tout sur tout. Le fait qu'une molécule agisse avec une enzyme ne signifie en rien l'aboutissement final. Le fait qu'un effet existe in vitro sur une lignée cellulaire ne prédit pas ce qui se passera chez l'humain, qui mange 2 portions de saumon par semaine. Alors si quelqu'un, après avoir lu ce post, a suspendu sa complémentation d'oméga 3, voire sa consommation alimentaire, il pourrait y avoir des conséquences et on va un petit peu les lister ici. Chez une femme enceinte, si elle ne consomme pas de DHA, elle va clairement priver le fœtus d'un nutriment essentiel nécessaire pour le développement neurologique. Un patient avec une hypertriglycéridémie qui arrête ses apports en EPA-DHA va avoir des problèmes au niveau du foie. La consommation d'oméga 3, elle est vraiment proportionnelle aux besoins de la personne. Ce que je recommande, comme souvent d'ailleurs, c'est plutôt une approche nuancée, sans dogme. Tout d'abord, optimiser l'alimentation. 2 à 3 portions de petits poissons gras par semaine de qualité bio, voire de pêche sauvage, c'est ok. Sardines, maquereaux, harengs par exemple. Les petits poissons sont moins pollués que les grands. Pour les oméga 3 de source végétale, c'est plus délicat parce que oui, on peut retrouver dans les graines de lin broyées, dans l'huile de colza, dans les graines de chia, mais ça reste en faible quantité et surtout en version ALA. Et le corps doit encore convertir ça en EPA et DHA. La conversion varie entre 5 et 15% selon les individus. Donc ça peut aider, mais ça peut ne pas suffire. Ensuite, évidemment, on peut se tourner vers la complémentation. Que ce soit par facilité ou parce qu'on n'aime pas les petits poissons gras, ça peut être pertinent. Surtout si les besoins sont augmentés par la grossesse, l'allaitement, l'inflammation, une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire avoir trop de gras qui circulent dans le sang, ou encore un profil vasculaire à risque, ou encore chez les sportifs d'endurance avec un volume d'entraînement plutôt élevé. Concernant les formes, la qualité, on a aussi l'huile de krill qui a de bonnes absorptions, mais à dosage plus faible. Donc c'est moins dosé, mais on l'assimile peut-être mieux. Donc c'est quelque chose à adapter. Mais le plus important, c'est la forme et la qualité. Que ce soit de l'huile de krill ou autre, les dosages vont varier, l'assimilation également. Personnellement, je préfère éviter de les commander par forte chaleur et ensuite, une fois que je les reçois, je les stocke au réfrigérateur. Pour le dosage, on est entre 1 et 3 grammes de PADHA par jour. Au-delà de 4, il est conseillé d'avoir un suivi médical, surtout en cas de prise d'anticoagulants. Alors concernant le ratio oméga 6, oméga 3, au niveau apport alimentaire quotidien, malheureusement, on est globalement, pour les personnes qui ne font pas spécialement attention à leur alimentation, sont généralement de 15 à 20 pour 1 oméga 3. Alors que normalement, il faudrait un ratio de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et ça va vraiment jouer sur le déclenchement des pathologies futures. Comment ça se fait qu'on a autant d'oméga 6 dans l'alimentation? On en retrouve partout. C'est la fameuse huile de maïs, huile de tournesol, que l'on peut retrouver dans toutes les sauces, les chips, les biscuits, les huiles végétales et dans les aliments transformés. Parce que ces huiles ne sont pas chères. Et donc pour conclure, je dirais que face à un post qui te dit d'arrêter un nutriment essentiel, il faut se poser une question. Quelle étude scientifique sur l'humain appuie cet argument? Parce que personnellement, dans ma formation de nutrithérapeute, on a eu beaucoup d'études à l'appui pour valider l'intérêt des oméga 3. Alors bien entendu, dans les études, il faut faire le tri. On privilégie tout de même les méta-analyses qui ont un peu plus de poids. Mais tout de même, après ces dernières années, on a quand même beaucoup d'informations qui vont dans le sens positif de la consommation d'oméga 3. Après, il y a toujours des exceptions et il ne s'agit pas de rentrer dans un dogme à 100%. Comme je l'ai dit, ça va vraiment dépendre, il faut toujours adapter les choses. Alors voilà, cela étant dit, maintenant on a fait un peu le point sur les acides gras. En tout cas, on a effleuré le sujet à partir de ce post qui est un petit peu contradictoire. Donc maintenant, si tu veux te prendre en main, faire un check par rapport à ta situation personnelle, eh bien oui, tu peux faire un bilan sanguin à l'occasion pour faire une analyse complète de tes acides gras. On appelle ça le profil lipidique en général. Ça permettra de voir un petit peu où tu te situes. Si tu ne veux pas le faire tout de suite, mais que tu veux quand même prendre action,
On peut toujours analyser tes habitudes alimentaires et faire le point pour voir s'il faudrait rééquilibrer quelque chose. Et puis, quelques mois plus tard, pourquoi pas faire un bilan et voir où tu en es à ce moment-là. En tous les cas, si tu souhaites en discuter, tu peux toujours réserver un appel découverte, le lien est en description. Et si tu veux agir directement, bah, tu peux aussi prendre un rendez-vous pour une consultation et on verra ça ensemble. Merci pour l'écoute et à la prochaine.